Cette vidéo est sponsorisée par Legend of the Night Stalker, le nouveau livre de Nico Clos aux éditions Serial Pleasures. 167 pages de témoignages et de documents inédits sur le tueur en série le plus emblématique de la pop culture, Richard Ramirez. Dessins, lettres et photos pour illustrer les mots de ceux qui en firent leur idole, l'objet de toute leur curiosité et même en tombèrent amoureuses. Disponible dès aujourd'hui sur Amazon ou en version collector signée sur serialpleasures.com. Konnichiwa. 殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Nous en parlions dans le petit Satsujin 50 il y a quelques semaines. Le calvaire et la mort du petit Ayumu, 5 ans, avaient ému tout le pays, et avec raison. Après que la police préfectorale de Saitama ait retrouvé le corps de l'enfant sous les tatamis de la maison familiale, Kakimoto Chika, 30 ans, la mère du petit garçon, Niwa Hiroki, 34 ans, son compagnon, et Ishiyoko, 54 ans, gérante d'un bar de la région qui vivait sous leur toit, étaient placés en garde à vue le 12 mai dernier et mis en examen pour meurtre aggravé, torture et mauvais traitement sur enfants de moins de 8 ans. Les longues journées d'interrogatoire et la fouille minutieuse des téléphones et disques durs ont à nouveau apporté leur lot d'horreur et un éclairage nouveau sur les sévices qu'a dû subir la petite victime avant de succomber. Une vidéo datant de l'été 2021 montre le beau-père enfermé Ayumu dans une cage en fer, le bourrant de coups de pied pour qu'il rentre puis l'y abandonnant. Une autre vidéo retrouvée sur le téléphone de Ishii montre comment ils ont enfermé la petite victime dans un réservoir d'eau vide pendant plusieurs jours, donnant régulièrement des coups de bâton dans les parois en plastique pour l'effrayer. Mais la vidéo, entre 100 autres sévices qui fera certainement basculer le jugement vers la sévérité la plus extrême, date du 29 mai 2021, et je vais vous en donner la version la plus sobre possible. Les 3 adultes se sont filmés en train d'attacher leur victime par les pieds, la tête en bas, avant de lui mettre des coups de poing dans le ventre et la tête à tour de rôle, mère y compris. Kakimoto, qui cherchait à passer pour la victime d'un compagnon autoritaire, se voit ainsi retirer toute légitimité à demander un jugement à part et devra faire face au juge pour infanticide aggravé, risquant certainement de finir ses jours derrière les barreaux. La maison de l'horreur est régulièrement fleurie et la mémoire de Ayumu célébrée par des familles venues de toute la région. Et le procès devrait être suivi par des millions de personnes. Affaire à suivre. Le 18 mai dernier, la police préfectorale de Kobe recevait dans ses locaux une mère de famille et sa petite fille de 9 ans qui se plaignaient d'avoir subi des choses pas normales de la part d'un des animateurs du centre de devoirs où elles se rendaient chaque soir après l'école. Après avoir porté plainte et recueilli le témoignage de l'enfant, la brigade de protection des mineurs a interpellé le mis en cause, Toyota Eiji, 29 ans. Ce jeune professeur qui travaille dans l'un des milliers de cours du soir que compte le Japon a d'abord nié avoir eu un comportement inapproprié avec son élève, puis admis avoir été, je cite, un peu tactile avec elle. Il fallut attendre la saisie de son téléphone et de son ordinateur portable pour que la réalité revête un tout autre jour. Sur ces enregistrements immondes, le suspect se met en scène avec sa petite élève dans ce qui est loin d'être une approche un peu tactile, mais tout simplement un viol. Corroborons les déclarations de la petite victime. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent pas là et la brigade scientifique a découvert une dizaine d'autres fillettes apparaissant sur ces vidéos, prouvant par là même que l'homme n'en était pas à son coup d'essai. Il a été placé en détention et mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans, crime pour lequel il risque 20 ans de prison. La police recherche activement les autres victimes présentes sur les vidéos et qui, visiblement, n'ont jamais porté plainte. Affaire à suivre.
C'est le 17 mai dernier que la police de Kyoto arrêtait un homme de 50 ans, Wada Hiroyasu, sans emploi pour le meurtre avoué de son vieux père de 78 ans, Ryoichiro. Les deux hommes qui vivaient ensemble dans une petite maison de la banlieue de Kyoto depuis la mort de la mère avaient déjà connu des problèmes de violence liés à leur grande consommation d'alcool et à des soucis d'argent récurrents. Le fils, renvoyé sans indemnité de son travail en 2017 pour des vols répétés, dépendait de la pension de retraite de son père, très maigre, et resté depuis sans emploi. Son addiction à l'alcool l'avait peu à peu rendu de plus en plus violent et son père, alcoolique lui aussi, lui rendait ses coups un peu plus chaque jour. Les voisins ont d'ailleurs rendu compte de violentes disputes entre les deux et l'un comme l'autre présentait souvent des marques de coups sur le visage. Mais le 17 mai, après une énième dispute, le fils avait franchi une étape dans la violence et frappé son père à 10 reprises avec un marteau, le tuant sur le coup. Il a avoué avoir vidé 2 autres bouteilles à côté du corps de son père avant de trouver le courage d'appeler le 119 pour dénoncer son crime. Mis en examen pour meurtre aggravé, il risque maintenant 20 ans de prison. Affaire à suivre. Je m'en passerai volontiers, mais c'est une nouvelle affaire d'infanticide qui a encore fait la une des journaux le 17 mai dernier. Ce jour-là, le petit Arata, 7 mois, était admis aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Fukuoka et devait y décéder quelques minutes plus tard. C'est la mère dont l'identité reste secrète, car mineure, qui avait appelé les secours vers 13h20 ce jour-là pour signaler que son bébé avait un problème. La jeune mère célibataire de 19 ans, qui avait déjà une fille de 2 ans et 2 bébés de 7 mois, Arata, un frère jumeau, était dans le collimateur de la protection de l'enfance depuis la naissance de sa fille et recevait régulièrement la visite d'une contrôleuse sociale qui avait signalé à plusieurs reprises des manques graves dans les soins des enfants. Hôtesse dans un bar de nuit, elle laissait souvent sa fille seule à la maison et avait visiblement très mal vécu cette nouvelle grossesse non désirée. Une amie de la famille avait signalé aux autorités que la jeune mère pouvait parfois être violente avec ses enfants et effectivement, des traces de coups au visage et sur le corps ont été trouvées par les médecins du service pédiatrique. Le petit Arata est décédé d'un éclatement du foie causé par un violent coup à l'abdomen. Son jumeau et sa grande sœur ont été placés par la protection de l'enfance et la mère mise en examen et incarcérée pour meurtre aggravé et mauvais traitement à enfant. Elle risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Si la délinquance ordinaire est en baisse depuis 2020, il en est tout autrement pour les violences et meurtres intrafamiliaux qui, eux, sont en augmentation constante. Ainsi, le 16 mai dernier, c'est un fils de 49 ans, Ginosuke Goni, sans emploi, qui tuait sa mère de 79 ans une fois encore, à coups de marteau. C'est lors d'un contrôle de police pour conduite dangereuse que l'homme avait été reconduit chez lui par une patrouille immobilisant son véhicule eu égard au fort taux d'alcool de l'individu. Devant son attitude étrange et son refus de laisser les policiers s'approcher de sa maison, ces derniers étaient entrés au domicile et avaient découvert le corps sans vie de la septuagénaire, le visage défoncé et couché sur les tapis du salon. Visiblement morte depuis quelques jours, le corps avait été amené pour être autopsié. L'homme, qui a de suite avoué son crime, a invoqué des rapports conflictuels avec sa mère qui refusait depuis quelque temps de financer son penchant pour la bouteille et les parties de mahjong. Sans emploi depuis 2006, il vivait sur les salaires de ses parents jusqu'à la mort de son père et la maladie de sa mère qui virent ses revenus indirects baisser fortement. Il aurait contracté plusieurs emprunts au nom de ses parents auprès d'organismes de crédit en falsifiant leurs signatures. Sa mère, acculée et menacée d'expulsion par des huissiers, l'aurait découvert et aurait menacé son fils de porter plainte. Incarcéré, il est mis en examen pour escroquerie et meurtre aggravé. Il risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Je sais, les journaux en sont pleins et Petit Satsujin ne déroge pas à l'horrible règle. Les infanticides sont en hausse constante depuis 2 années consécutives et font s'interroger les autorités ainsi que les chercheurs quant à ce phénomène inquiétant. Cette fois, c'est une mère de 32 ans, Tateno Yoka, qui vient d'être arrêtée par la police de Nihama pour le meurtre de son nouveau-né de quelques jours.
Tateno, qui travaille à mi-temps dans un bar de nuit de la ville, était tombée enceinte d'un client qu'elle n'avait jamais revu et avait, selon ses collègues, nié sa grossesse jusqu'à son terme. Elle aurait pris 2 jours de congé les 4 et 5 avril pour un problème de famille, mais l'enquête a démontré tout autre chose. En fait, après avoir accouché à son domicile, la jeune femme a emmailloté son bébé dans une serviette de bain et l'a conduit jusque dans une forêt dense de la région pour l'y abandonner. Le pauvre enfant y est mort de faim et de soif avant d'être trouvé par un promeneur le 13 avril au matin. Une enquête a permis de consulter les caméras de vidéoprotection de la région et de remonter jusqu'à la mère meurtrière qui a pu être confondue grâce à son ADN. La jeune mère invoque la grande précarité dans laquelle elle vit et son incapacité à élever un enfant à cause d'un problème de santé mentale et d'une addiction aux tranquillisants et à l'alcool. Selon la protection de l'enfance, elle aurait déjà eu 2 enfants placés dans des familles d'accueil dès leur naissance. Pour l'heure, elle a été placée en détention et fait face à une mise en examen pour meurtre aggravé pour laquelle elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Son avocat a d'ores et déjà demandé une expertise psychiatrique et demande son placement en établissement spécialisé. Affaire à suivre. Depuis 2 semaines maintenant, la NPA, National Police Agency, fait l'objet de toutes les attentions après les accusations de l'ambassade des États-Unis pour racisme et discrimination à son encontre. En effet, depuis des années, un profilage racial, religieux et sexuel est pratiqué sur tous les ressortissants étrangers établis au Japon, allant à l'encontre de toutes les lois internationales et même nationales. Même si le porte-parole du gouvernement, M. Matsuno Hirokazu, nie ces accusations, les exemples et les preuves ne manquent pas et viennent apporter une pierre de plus dans le jardin d'une police déjà très critiquée pour son attitude envers les étrangers et les minorités. C'est l'avocate Miyashita Moe, spécialisée dans la défense des résidents étrangers, qui a mis ce problème sur le devant de l'actualité après que certains de ses clients n'aient été victimes d'arrestations arbitraires et de violences en garde à vue. Elle cite le cas d'un jeune professeur d'anglais arrêté et détenu sans motif pendant 2 semaines. Le jeune homme, de mère japonaise et de père caribéen, avait été contrôlé et embarqué à la sortie de son travail. La police a expliqué cette action en invoquant, je cite l'officier, que les métis qui portent des dreadlocks ont toujours de la drogue sur eux. Encore cette note de la police métropolitaine de Tokyo qui a fuité et qui depuis 1992 apprend aux jeunes recrues à être particulièrement méfiants envers les personnes noires et de les contrôler systématiquement. Une autre note interne et un fichier répertorient tous les ressortissants étrangers LGBT et les associent aux crimes sexuels dans leur quartier systématiquement. Les exemples sont légion et tous ceux qui ont résidé longuement au Japon connaissent cela. Le professeur-chercheur Lawrence Yoshitaka Shimoji vient de publier une étude qui met aussi en évidence le fort rejet que connaissent les enfants métis au Japon, et plus particulièrement ceux issus d'un père ou d'une mère noire. Certaines écoles les refusent et beaucoup font l'objet d'un harcèlement violent qui peut durer toute leur vie. Le commissaire national à la sécurité publique, Ninohiro Satoshi, même si lui aussi nie ce profilage raciste et discriminant, promet la création d'une commission indépendante qui pourrait enquêter en cas de discrimination suspectée. Le ministre regrette que ces considérations venues de l'étranger ne viennent perturber un travail de police qui, selon lui, met les Japonais de souche à l'abri des crimes des étrangers. Selon ses dernières déclarations, le nombre croissant d'immigrés au Japon demande un profilage spécial pour appréhender des personnes qui ne parlent pas toujours japonais et ont une appétence criminogène plus importante que les natifs. Scandalisé par ces propos, Maître Miyashita a entamé une procédure à l'encontre du législateur et demande la fin du profilage racial et des interdictions de certaines professions pour les LGBT. L'arrivée récente des concepts et idées progressistes au Japon n'a pas fini de faire couler des larmes et de l'encre. Affaires à suivre. Le 11 mai dernier, la police préfectorale de Yamaguchi arrêtait un homme de 35 ans, Nishimura Nichiyoshi, ouvrier du bâtiment, pour le viol et la séquestration de plusieurs jeunes filles entre 12 et 16 ans. C'est sur un forum de fans d'anime que le prédateur traquait ses proies, étalant ses connaissances en la matière et faisant miroiter sa grande collection de DVD et de produits dérivés à celle qu'il ciblait.
L'analyse de ses disques durs et des forums qu'il fréquentait a permis aux enquêteurs de définir son modus operandi et d'établir le nombre de victimes qu'ils estiment pour l'instant à 7. Après plusieurs semaines de discussion, l'homme qui prétendait avoir 23 ans et travaillait dans le monde de l'animation invitait ses victimes à son domicile de Nara pour leur montrer sa collection et peut-être les présenter à des artistes. Là, il droguait les malheureuses à l'aide de puissants somnifères mélangés à des boissons et abusait d'elles devant une caméra. La police est d'ailleurs en train de découvrir un grand nombre de ces vidéos horribles dont certaines étaient échangées avec d'autres hommes. C'est sa dernière victime, une lycéenne de 15 ans, qui pour la première fois a décidé de parler et de ne pas céder aux menaces de son agresseur. Droguée et violée dans la matinée du 22 mars, elle était repartie chez elle et avait parlé de cette agression à sa mère qui, dans un premier temps, lui avait interdit d'en parler à qui que ce soit. Selon les déclarations de la jeune victime, son agresseur avait noté son adresse et menacé de s'en prendre à elle et à sa famille si elle parlait de ce qui s'était passé. Mais voyant son état mental se dégrader et consciente qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, elle en avait parlé à une amie qui lui avait conseillé d'aller voir la police. C'est sa déposition et la plainte qu'elle a déposée qui ont permis à la brigade de Yamaguchi de lancer une enquête et d'obtenir une réquisition du procureur pour accéder au forum privé et de confondre l'individu. Il a été arrêté dans la matinée du 11 mai alors qu'il se rendait sur un chantier à Saijo. L'officier en charge de l'enquête regrette que les familles de 4 des 7 victimes ne souhaitent pas porter plainte et souhaitent oublier l'affaire, mais affirme que le mis en examen fera l'objet d'une condamnation exemplaire au vu des preuves accablantes retrouvées à son domicile. Pour viol sur mineur, séquestration et possession de films pédopornographiques, il risque jusqu'à 25 ans de prison. Affaire à suivre. S'il est un domaine qui peut susciter l'admiration même des plus honnêtes d'entre nous, c'est bien celui des génies de la cambriole, des princes des monts en l'air. Les Panthères Roses, D.B. Cooper, Frank Abagnale Jr. ou Albert Spaggiari font résonner en nous cet attrait pour l'interdit et parfois une pointe d'admiration, si, ne le niez pas. De ces gredins qui font frissonner de désir les plus intègres des ménagères, nos préférés sont sans conteste ceux qui ne se font jamais attraper et opèrent sans armes ni violence pour paraphraser l'un d'entre eux. Le Japon n'est, vous vous en doutez si vous me suivez depuis quelque temps, pas en reste et abrite de beaux sujets d'études et quelques gibiers de potence patentés qui font la joie de la une des tabloïds nationaux. Voleurs de bijoux, perceurs de coffres-forts, cambrioleurs généralistes et spécialistes très pointus opérant dans les sphères des nouvelles technologies, tous n'ont qu'un seul et même objectif, prospérer sans finir au séchoir. Soyons sincères, une vague de cambriolages audacieux chez des grands couturiers, même dans notre quartier, risque de ne pas nous faire verser plus de larmes que la mort de Tino Rossi. En un mot commençons, et pour synthétiser votre pensée, quand ça concerne les autres, et qui plus est ces salauds de riches, vous vous en fichez pas mal. Mais imaginez un peu si l'un de ces génies du crime venait à perturber votre quotidien dans ce qu'il a de plus intime, et créer une vague de panique touchant toutes les tranches d'âge. Eh bien, ce lieutenant de Lucifer existe et sévit en ce moment même dans la belle ville industrielle de Toyota. Mais alors, me direz-vous, si un tel monstre existe, comment se fait-ce que nous n'en eussions point entendu parler ? Tout d'abord, je vous recommanderais d'arrêter les acrobaties grammaticales souvent aussi dangereuses que les liaisons, puis je vous conterai volontiers l'histoire de ce criminel qui aurait pu me faire appeler cet épisode « Peur sur la ville ». C'est le 6 mai dernier que l'enfer a commencé pour les habitants de Toyota. Ce jour-là, un brave homme que le labeur fourbissait s'était par trop rafraîchi en ces jours d'étonnante chaleur pour un mois de mai. Grande soif, mais petite vessie ou prostate en berne, ça l'histoire ne le dit pas, notre bon terrassier courut répondre à un appel de la nature dans l'un des nombreux complexes sanitaires gratuits et propres qu'offre la municipalité de cette riante cité de l'automobile. Vidange faite, notre citoyen modèle avança machinalement la main pour appuyer sur la petite poignée qui permet, comme par magie, l'évacuation des mixions et autres déchets naturels, mais rien. La grosse patoune de prolétaire honnête avait fait chou blanc et n'attrapait que du vent. La maudite poignée n'était pas là.
Au même moment, à quelques rues de là, une jeune employée de commerce, qui, le dira-t-elle plus tard, souffrait de quelques embarras gastriques suite à un safari culinaire en milieu hostile, cherchait un coin tranquille et aéré loin de ses collègues de travail pour effacer les traces de cette terrible épreuve. Le miracle urbain des tinettes publiques lui offrait donc cet espace et comme disait l'autre, dans l'espace personne ne vous entendra, enfin vous voyez quoi. Livraison faite, la jeune femme avançait cette délicate menotte vers la poignée merveilleuse qui permet de tout remettre à zéro, mais une fois encore, rien ne vint au contact de sa blanche mimine. Ce jour-là et celui qui suivit, ce furent 7 réclamations qui fusèrent et prirent les employés municipaux de court. Comment était-il envisageable qu'un tel manquement à l'entretien des biens publics soit possible ? Le plus zélé d'entre eux s'enquérit d'heureux-chef de consulter les livrets d'entretien et force fut de constater que les mécanismes avaient tous été changés l'année précédente, comme il est d'usage dans une administration qui sait se tenir. Pour ces héros du quotidien, il fallut bien se rendre à l'évidence, une âme grise volait les poignées des toilettes publiques. Les autorités locales en furent averties et un plan de surveillance au cordeau fut mis en place dans les endroits sensibles, gares, parcs et jardins, mais en vain. Le 12 mai, ce furent 4 poignées supplémentaires qui furent volées au nez et à la barbe des Pandores qui, vexés comme des poux, dépêchèrent même une équipe de la scientifique pour tenter de confondre le malandrin. Pour les blouses blanches, pas d'erreur, ils avaient bien affaire à un pro. L'homme opérait avec tout le matériel nécessaire pour extraire un pareil mécanisme et se gantait pour laisser l'endroit aussi propre qu'il l'avait trouvé en entrant. Un mois plus tard, les plus fins limiers des brigades de Toyota courent toujours après ce génie du crime et la population a peur. S'il peut s'en prendre à nos toilettes, jusqu'où ira-t-il ? S'interrogent les mères de famille du sud du pays. Un retraité promeneur et prostatique tremble à l'idée que ce démon puisse en venir à démonter les poignées intérieures des latrines, condamnant l'usager de passage à une résidence prolongée. Mais surtout, qu'est-ce qui peut bien motiver un tel crime ? Un amant éconduit dont le dernier souvenir est mort dans la faïence, un employé municipal renvoyé arbitrairement et qui se venge de la pire manière qui soit, ou tout simplement un super vilain qui cherche encore sa spécialité. Quoi qu'il en soit, et sans être démagogue, cette population dans le besoin est au bout du rouleau et a tout mon soutien. Moralité, c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis. Ah, ça n'aura pas duré longtemps, les bonnes résolutions, elles sont loin, les petites bluettes romantiques. Après, c'est pas moi qui fais l'actu, hein, et puis, c'est peut-être grave ce qui se passe. Ah oui, c'est bien, là. Chérie ? Ah oui, non, c'est vrai. Le coup de pouce du jour ira à mon frérot Andy que vous connaissez déjà comme le guitariste charismatique et emblématique de Out of My Eyes, mais aussi comme mon complice à 6 cordes dans Kama Project, notre projet musical Murder Metal. Eh bien figurez-vous que ce petit coquin devient youtubeur et lance sa chaîne manga sobrement et justement appelée Seinen Fever. Déjà 4 vidéos en ligne et une politique éditoriale simple et efficace. Vous parlez des meilleurs titres Seinen sortis ces dernières décennies et vous donner envie de les lire. Battle Royale, Léviathan ou Die Dark, on ne parle que de titres et d'auteurs de qualité ici madame. Comme dans tout ce qu'il fait, on sent la passion déborder et à mon humble avis, la chaîne ne demande qu'à décoller. Alors, allez lui donner de la force, des abonnements et des pouces et faites attention, il se pourrait bien qu'on y voit parfois ma sale bobine. Voilà, cette 54e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant de vous laisser tranquille, je voulais remercier chaleureusement quelques abonnés que j'ai eu l'occasion de croiser en dehors de la rencontre du 28 mai dernier, tout particulièrement Kadra pour son aide précieuse et sa gentillesse incroyable, qui me fait dire que l'humanité a de beaux jours devant elle. Isabelle pour cette conversation à bâton rompu d'une qualité dont je n'ai malheureusement plus l'habitude. Un grand merci à Mourad, abonné et chauffeur Uber rencontré par hasard pendant une course nocturne, à Yacine croisé à Nation par un bel après-midi. Un merci tellement profond à la famille Soutrel et à son patriarche pour m'avoir donné assez de bonheur pour les 1000 ans à venir. À Andy, encore lui, pour m'avoir fait comprendre qu'il me restait encore des choses à faire et pour les faire avec moi. À Nico pour m'avoir renouvelé sa confiance d'éditeur et d'homme et fait passer un moment unique. Enfin, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents à la rencontre abonnée. Je n'oublierai jamais cette soirée et tout ce que je vous dois.
Voilà, je sais que vous l'attendiez avec impatience, alors voici venir l'heure de la réclame. Tout d'abord, et ça fait beaucoup de peine au petit Jésus, vous êtes encore trop nombreux à ne pas finir vos légumes, mais surtout à regarder mes vidéos sans être abonnés. Eh oui mes chéris, alors acte de contrition et abonnement maintenant. Voilà, c'est mieux, soyez bénis. Ensuite, comme je vous le répète trop souvent, ma chaîne fait partie des damnés de la Terre et plus particulièrement de YouTube qui démonétise mes contenus à tire-larigot, faisant de ce plein temps exigeant du bénévolat. Alors si vous le pouvez et le désirez, pensez aussi que mon travail a une quelconque valeur, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Tipeee et sur Utip, ou à travers les Super 5 que vous trouverez sous les vidéos. C'est le petit bouton avec un cœur de l'amour et un dollar de l'amour aussi, là, juste sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, des prints originaux, des CD, des musiques de la chaîne et d'autres goodies tellement précieux. La boutique Spreadshirt Satsujin vous distinguera du commun des mortels en faisant de vous un être à l'élégance rare avec plus de classe encore qu'une R12 Gordini. Rejoignez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y suis assez présent et y poste des photos de ragondins en tutu, une de mes passions. Allez, je vous laisse, quelqu'un frappe à mon nuit. Le premier qui s'aventure dans notre pont dans les costumes, je le tire comme un lapin. J'ai un coup de 7 à droite, un coup de 5 à gauche, je vais faire un doublé de connard. Matané.